Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 17 mai. Dans moins d'une heure en Israël, premières estimations sorties des urnes sur le vote des électeurs pour désigner les parlementaires à la Knesset et le futur Premier ministre, le candidat travailliste Ehud Barak, favori des sondages devant Benjamin Netanyahou. Activité diplomatique à Bruxelles concernant le conflit au Kosovo avec la présence du Premier ministre russe des Affaires étrangères Igor Ivanov et du chef modéré des Albanais Ibrahim Rugova, mais les frappes de l'OTAN continuent. Les polices françaises, allemandes et luxembourgeoises mobilisées pour tenter d'arrêter le meurtrier de 5 personnes en Moselle et de l'autre côté de la frontière allemande. Manifestation à Vauvert dans le département du Gard après les violences de la nuit de samedi à dimanche et la mort d'un jeune de 18 ans. Enquête dans ce journal sur quelques-unes des raisons de ces violences. Festival de Cannes, présentation ce soir du film d'Atom Egoyan, Le voyage de Félicien. En Israël, depuis ce matin, les électeurs se rendent de façon massive, mais c'est une habitude, dans les bureaux de vote. Ils doivent désigner leurs représentants au Parlement, mais aussi un Premier ministre. Il ne reste que 2 candidats, le chef du gouvernement sortant, Benjamin Netanyahou, et le chef du Parti travailliste, Ehud Barak. Les bureaux seront clos à 19h, heure française, et l'on pourrait apprendre dans la soirée qui sera Premier ministre. Récit de cette journée électorale avec Maryse Burgot, Alan Grégo et Mossi Harmon. 26 degrés à l'ombre à Tel Aviv, température idéale pour se prélasser sur les plages. L'État hébreu a décrété que ce jour d'élection serait férié. Les Israéliens en font bon usage, même s'ils ont majoritairement voté aujourd'hui. Moi j'ai voté pour Barak et son parti. Pourquoi? Eh bien parce que la situation actuellement est vraiment épouvantable. Atmosphère assez différente dans ce bureau de vote d'un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem. Ok, regarde. Là dans la bleue, tu mets le bulletin pour les partis de la Knesset. Là dans la jaune, tu mets pour le Premier ministre. Ici, on veut évidemment reconduire au poste de Premier ministre le candidat sortant du Likoud, Benjamin Netanyahou. Pendant ce temps, à l'aéroport de Tel Aviv, des milliers d'Israéliens résidant en Europe ou aux États-Unis arrivent par vol charter. Les partis de droite comme de gauche ont subventionné ces vols spéciaux pour faire le plein des voix. En 96, je n'étais pas venue parce que j'étais sûre que Pérez gagnerait. Alors aujourd'hui, il fallait que je sois là. En votant ce matin au nord de Tel Aviv, Ehud Barak s'est d'ailleurs déclaré prudemment optimiste, pendant que son rival, Benjamin Netanyahou, déposait un billet de vœux sur le mur des lamentations. Dans moins d'une heure, les premiers sondages effectués à la sortie des urnes seront publiés sur les chaînes de télévision israéliennes. Mais les résultats définitifs ne seront connus que demain matin, voire plus tard, si les scores sont très serrés. Il faut se rappeler qu'en 96, lors des dernières élections, Benjamin Netanyahou ne l'avait emporté qu'avec 30 000 voix d'écart. Alors avant d'aller plus au fond de l'enjeu électoral israélien, voici quelques explications nécessaires sur le mode de scrutin particulier en usage dans ce pays qui compte environ 4 300 000 électeurs. La consultation de ce lundi porte bien sur l'élection de 120 députés d'une part et sur celle d'un chef de gouvernement. Commentaire Patrice Romden. 4 300 000 électeurs. Chacun d'entre eux devait déposer 2 enveloppes dans l'urne. Une enveloppe jaune avec le nom du Premier ministre souhaité, une enveloppe bleue avec la liste désirée pour la Knesset. L'élection du Premier ministre se fait à la majorité absolue, donc a priori une élection à 2 tours. Mais cette année, comme en 96, un seul tour suffisait puisque 2 candidats restaient en lice le jour du scrutin. Benjamin Netanyahou, candidat sortant, chef de file de la droite, et Ehud Barak, le dirigeant travailliste. Le vainqueur s'installe au poste de Premier ministre pour 4 ans. En revanche, l'élection de la Knesset se fait à la proportionnelle, un peu comme si tout Israël était considéré comme une seule circonscription. Il suffit qu'une liste recueille 1,5% des suffrages exprimés pour être représentée à l'Assemblée. Résultat, pas moins de 31 listes pour se disputer les 120 mandats de députés. Cette prolifération conduit à l'émiettement des voix et favorise les tractations d'après-scrutin, le Premier ministre élu devant trouver des alliés utiles à bâtir sa majorité.
Alors Benjamin Netanyahou ou Ehud Barak, c'est donc le choix pour les Israéliens. Le premier a 49 ans, le second 57 ans. L'un vient d'exercer pendant 3 ans le pouvoir, l'autre est l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. Entre les deux hommes, il fut facile pendant cette campagne de discerner 2 styles, 2 types de campagne électorale, avec des conseillers venus des États-Unis mais aussi de France. Présentation Charles Anderlin. Benjamin Netanyahou a loué les services de l'Américain Arthur Finkelstein, un des artisans de sa victoire de 1996. Finkelstein est spécialisé dans les campagnes électorales de la droite américaine. Ehud Barak, lui, avait 2 équipes. Venus des États-Unis, les 3 conseillers de Bill Clinton, Stanley Greenberg, Bob Shrum et James Carville. Ils ont surveillé les sondages, les clips électoraux et la tactique quotidienne. Aux dernières élections aux États-Unis, tous leurs candidats ont battu ceux de Finkelstein. Dans l'entourage de Barak aussi, le franco-israélien Jean Friedman, Stéphane Fuchs et Jacques Seguela, venus de Paris. Sous leur responsabilité, la stratégie globale et l'éventuel second tour. Les pays ont 100 jours pour changer d'état d'esprit. Pas un jour de plus. L'équipe française a également produit des clips. Le seul qui a été refusé par le candidat travailliste, c'est celui-ci. Le slogan « Qui peut voter pour Bibi Nocchio ?» Un véritable travail d'état-major dont le chef était Ehud Barak. Benjamin Netanyahou, lui, a eu des difficultés avec Arthur Finkelstein qui est reparti aux États-Unis. Il a dirigé seul la dernière semaine de sa campagne. Alors nous allons maintenant successivement vous proposer les portraits et les itinéraires des 2 candidats en lice pour diriger le gouvernement israélien. À commencer par Benjamin Netanyahou, chef du Likoud, qui fut vainqueur en 1996, vainqueur surprise au dernier moment de Shimon Peres. Commentaire Charles Anderlin. C'était le 2 juin 1996, un instant de bonheur pour Benjamin Netanyahou. À 46 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire d'Israël. Élu par la droite, il promet d'œuvrer pour la paix intérieure et la coexistence avec le monde arabe et les Palestiniens. De fait, quelques semaines plus tard, il entame des négociations avec Yasser Arafat. Américains et Européens estiment que ce geste indique une bonne dose de pragmatisme politique. Mais parallèlement, Netanyahou prend des décisions qui font monter la tension dans la région. Il ouvre à Jérusalem-Est un tunnel qui longe l'esplanade des mosquées. Conséquence, la Cisjordanie et Gaza s'embrasent, 65 Palestiniens et 15 Israéliens sont tués au cours de ces affrontements. Bill Clinton convoque Netanyahou et Arafat à Washington. Le processus de paix est sauvé. Israël restitue aux Palestiniens les 3/5 de la ville d'Hébron. Arafat félicite et remercie le gouvernement israélien, mais 3 mois plus tard, Netanyahou lance la construction d'un nouveau quartier juif au sud de Jérusalem. À nouveau, c'est la crise, les Palestiniens manifestent, les négociations sont suspendues. Netanyahou perd son chef de cabinet, un général de réserve qui n'en peut plus de ses méthodes de travail. Il n'est pas pour prendre des décisions, il n'a pas de processus de prise de décision. C'est ainsi que Netanyahou a donné le feu vert à l'assassinat par le Mossad d'un chef intégriste palestinien en Jordanie. L'opération échoue et pour rabibocher ses relations avec le roi Hussein, Israël est obligé de mettre en liberté le Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Sous la pression des Américains, les pourparlers reprennent. En octobre 1998, Netanyahou finit par signer l'accord de White Plantation et restitue aux Palestiniens 100 km² de Cisjordanie. Mais 2 semaines plus tard, il suspend à nouveau les retraits. Sa coalition gouvernementale qui s'est effritée au fil des ans s'effondre. De nouvelles élections sont inévitables. Alors face à Benjamin Netanyahou, il y a Ehud Barak et ses nombreuses décorations militaires, son titre de chef d'état-major de l'armée, ses exploits guerriers, mais aussi une relative faiblesse d'image politique pour un homme qui entend, au nom du Parti travailliste, prendre la succession d'Yitzhak Rabin. Commentaire Isabelle Stess. Il est l'homme le plus décoré dans l'histoire de l'armée israélienne. Son clip électoral matraque les faits d'armes héroïques du soldat Barak, celui qui à la tête d'un commando libéra les otages d'un avion de la Sabena à Tel Aviv en 1972. Celui encore qui, 1 an plus tard, assassina 3 dirigeants palestiniens à Beyrouth. C'est ainsi qu'Ehud Barak fait campagne en militaire glorieux des guerres israélo-arabes, aujourd'hui leader de la gauche et du camp pacifiste.
Son destin est lié à celui d'Yitzhak Rabin. Les deux hommes ont le même profil, nés en Israël, militaires accomplis, chefs d'état-major des armées. Ils furent aussi très proches. Manque à Ehud Barak le charisme de son aîné. Si son image sécuritaire rassure, ses prestations d'homme politique ne sont guère convaincantes. Piètre orateur, il préfère mener campagne dans les rues et renoncera même à un duel télévisé face à Benyamin Netanyahou, talentueux dans ce genre d'exercice. En bon soldat, Barak sait qu'il ne faut jamais attaquer de front un adversaire supérieur. Ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères en 1995, il prend la tête du parti travailliste à la place de Shimon Peres après la cuisante défaite de 1996. Un faucon sur l'aile droite du parti qui n'a jamais caché son extrême prudence face aux Palestiniens. Il fut l'un des rares membres du gouvernement Rabin à s'abstenir en 1995 sur l'accord conclu avec l'OLP pour étendre l'autonomie palestinienne en Cisjordanie. Ces dernières semaines, le candidat Barak a surtout courtisé les minorités, juifs séfarades ou nouveaux immigrants russes, traditionnels électeurs de droite, et il s'est bien gardé d'aborder sur le fond l'avenir du processus de paix. Comme ses prédécesseurs, il prône la relance des négociations, mais exclut toute concession sur Jérusalem-Est et les plus importantes colonies juives. S'il devient Premier ministre, Ehud Barak, homme sans peur dans la guerre, aura-t-il le même courage dans la bataille pour la paix? Voilà pour la présentation des deux candidats au poste de chef de gouvernement. Charles Anderlin, dans un peu moins de 50 minutes, les bureaux de vote dans les grandes villes vont fermer. Est-ce qu'il y a déjà des pronostics, des sondages ? Tout à fait, 54,7% pour Ehud Barak. Je vous donne ce chiffre parce qu'il a été publié par un institut de sondage très sérieux qui avait prévu la victoire de Benyamin Netanyahou en 1996. À l'heure actuelle, M. Netanyahou se trouve juste derrière nous, dans un hôtel à Tel Aviv, où dans sa chambre, il attend avec anxiété les résultats. Ehud Barak, lui, est encore à Beersheva, il fait campagne jusqu'à la dernière minute, il doit arriver en hélicoptère et se rendra également dans un hôtel de Tel Aviv. Le taux de participation est très élevé, en effet, à 18h, on était à plus de 61%, ce qui est assez extraordinaire et annonce peut-être des résultats surprenants. Et puis, on attend la population de Tel Aviv, qui majoritairement vote à gauche, s'attend à une victoire, bien entendu, de M. Barak et voudrait bien faire la fête. Merci Charles. Dans le courant de la soirée, notamment pendant le magazine Mots Croisés, nous ferons le point sur ces élections israéliennes. Et puis demain, le journal de 20h, nous vous présenterons en direct de Tel Aviv. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans les territoires autonomes palestiniens, les faveurs vont aux candidats travaillistes. On espère, notamment à Gaza, qu'une possible élection d'Ehud Barak relance le processus de paix et puis permette aux Palestiniens de meilleures conditions de vie. L'exemple des ouvriers palestiniens employés en Israël, mais tenus à d'humiliantes formalités chaque matin lorsqu'ils quittent leurs habitations situées à Gaza, cet exemple, rapporté par Maris Burgo et Mossi Harmon, donne bien le ton des espérances palestiniennes. 15 ans, cela fait 15 ans qu'Ali Ahmad va travailler en Israël, 15 ans que ce Palestinien de Gaza se lève à 3 heures du matin pour être à l'heure sur les chantiers de Tel Aviv. Et ils sont ainsi 25 000 à se diriger chaque nuit vers le poste frontière Bérez qui sépare la bande de Gaza de l'État hébreu. Il faut compter 1h30 à 2 heures d'attente pour accéder au poste de contrôle israélien. Ces hommes font pourtant figure de privilégiés dans leur territoire, minés par le chômage, la pauvreté et la malnutrition. Alors, malgré les fouilles pratiquées par les soldats israéliens, Ali se dit heureux de pouvoir au moins nourrir sa famille. Je rentre à la maison le soir à 6h30, je me lave, je mange, je dors, je me relève le lendemain à 3h30. L'obtention d'un permis de travail israélien est donc un don de Dieu. Mais l'État hébreu, lui aussi touché par la crise économique, ne les délivre plus qu'au compte-gouttes. De 120 000 en 1993, on est passé sous le gouvernement de M. Netanyahou à moins de 25 000. Bien sûr que toute cette procédure est longue et c'est tous les jours la même chose. Nous, les travailleurs palestiniens, on est obligés de subir ça. Il est 5h30 du matin, ce bus emmène Ali et ses compagnons vers les chantiers de Tel Aviv.
Et s'ils ne votent évidemment pas en Israël, les Palestiniens sont directement concernés par ces élections. Car le futur Premier ministre devra reprendre les négociations de paix aujourd'hui dans l'impasse. Et Ali espère bien assister dans les mois qui viennent à la création enfin d'un État palestinien. Netanyahou est trop extrémiste. Il n'a donné aucune chance aux Palestiniens pour que le processus de paix avance. Je pense que Barak, peut-être, pourrait être plus flexible. Je pense que lui ferait la paix. Il est 18 h lorsqu'Ali rentre chez lui dans l'un des plus grands camps de réfugiés de Gaza. Avec son épouse et ses 7 enfants, il a toujours vécu ici. Son père et son grand-père ont fui la ville de Jaffa en 1948 lorsque l'État hébreu fut créé. Ali et sa famille trouveraient donc légitime que ce soit enfin leur tour d'avoir leur propre pays. Voilà pour l'actualité des élections en Israël. 55e jour de bombardement par l'aviation des pays membres de l'OTAN en République fédérale de Yougoslavie, Serbie et Kosovo. L'activité militaire de destruction continue dans la banlieue de Belgrade, près de Pristina et officiellement toujours contre des centrales électriques ou des dépôts de carburant. Les frappes devraient même s'intensifier malgré le risque de ce que l'on appelle les boucliers humains, c'est-à-dire l'utilisation de civils albanais dans les sites visés par les bombardements selon les hypothèses de l'OTAN. Mais à Belgrade, aujourd'hui, une mission de représentants des Nations Unies évaluait les besoins humanitaires. Commentaire Stéphane Auman. 15 experts, mandatés par l'ONU, devaient rencontrer Slobodan Milosevic cet après-midi. Objectif de cette mission exploratoire, la première du genre depuis le début du conflit, évaluer les besoins humanitaires et matériels du pays. Selon Borba, journal proche des autorités de Belgrade, les bombardements alliés auraient occasionné pour 600 milliards de francs de dégâts. Cette nuit, les avions de l'OTAN ont frappé Kraljevo et Kakac en Serbie et des villages au sud-est de Pristina, le chef-lieu du Kosovo. Pristina qui semble ignorer la guerre. Les transports en commun sont bondés et ils fonctionnent, le marché est approvisionné. Ces images ont été tournées hier par la télévision serbe comme un pied de nez aux médias occidentaux. Ils disent que Pristina et le Kosovo sont vidés de leurs habitants. Mais pas du tout. Pas du tout. Les chars albanais surveillent la frontière avec le Kosovo pendant que les B-52 américains pilonnent les positions serbes. Quelques pièces d'artillerie ont été détruites, mais la plupart des raids ont dû être annulés pour cause de mauvais temps. Au large, le porte-avions Theodore Roosevelt prépare ses 80 ou 90 sorties de la nuit prochaine. Filmée par les Américains, la guerre aérienne est presque belle, mais l'armée yougoslave menace. En cas d'intervention terrestre des Alliés, l'OTAN connaîtra l'enfer sur terre. Le ministre des Affaires étrangères anglais, M. Robin Cook, accentue ses pressions en faveur d'une intervention terrestre au Kosovo et de façon très directe, M. Cook a lancé « Nous n'allons pas tourner en rond jusqu'à une grande cérémonie avec drapeau et caméra ». Et pour M. Cook, il n'est donc pas question d'attendre un accord de Belgrade. C'est à Bruxelles que M. Cook s'est exprimé. C'est dans cette même ville que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne rencontraient leur homologue russe, Igor Ivanov. Les diplomates ont également eu l'occasion d'entendre le chef modéré des Albanais, Ibrahim Rugova. Celui-ci affirme qu'il ne reste que quelques centaines de milliers d'habitants albanais du Kosovo. Correspondance à Bruxelles, Jean-Marc Guilouze. Sous la présidence de l'Allemand Joschka Fischer, un conseil des ministres des Affaires étrangères européens, essentiellement consacré aujourd'hui au complexe processus de paix au Kosovo, mais aussi aux moyens de construire ensuite un avenir stable pour les Balkans. Invité de marque, Ibrahim Rugova, le chef des Kosovars modérés. Il rappelle ici qu'il soutient les conditions de l'OTAN. Il a démenti en privé avoir signé le moindre compromis avec le président Milosevic, dont il a été un moment, a-t-il précisé, l'otage. À défaut de l'indépendance, il dirait oui à une autonomie du Kosovo. Deuxième invité du jour, Milo Djukanovic, président de la République yougoslave du Monténégro et seul critique de poids du président Milosevic. Oui à l'autonomie du Kosovo sous garantie militaire internationale, mais un non ferme au mot indépendance. Et puis bien sûr, l'homme clé d'une solution dans le cadre des Nations Unies, le russe Ivanov, très attaché à une pause dans les bombardements. Mais avant cela, il reste encore des obstacles à surmonter. Les choses avancent, mais il reste encore à préciser un certain nombre de formulations sensibles quant à l'administration future
du Kosovo, administration internationale transitoire, quant à l'organisation, à la composition, fonctionnement et commandement de la force. Alors même que bombardements et nettoyage ethnique continuent sans perspective prévisible, aujourd'hui à Bruxelles, les diplomates européens, mais aussi ailleurs, toute la semaine, Russes, Américains, Finlandais, vont poursuivre pas à pas leur patient travail de bénédictins. Mais personne ce soir ne se risquerait à prédire quand il sera possible de mettre au point une résolution des Nations Unies suffisamment contraignante pour le président Milosevic, mais aussi suffisamment acceptable par les Russes et les Chinois. En Macédoine, il y aurait actuellement, selon l'ONU, près de 230 000 réfugiés. En Albanie, environ 433 000, tous albanais du Kosovo. Mais il y a aussi en Serbie, non loin de la ville de Niš, à Aleksinac, c'est comme ça que ça se prononce, des réfugiés qui viennent de Croatie, de Bosnie et du Kosovo. Ils cohabitent très difficilement, mélangeant parfois des incompréhensions, mais souvent aussi des haines. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jérôme Bonny et Emmanuel Beck. Aleksinac fait partie de ces lieux frappés par le destin. 94 mineurs tués par un coup de grisou en 89, 2 pâtés de maison rasés le 6 avril par une erreur de bombardement de l'OTAN. 20 civils tués parmi les premiers d'une longue liste qui s'élève aujourd'hui à plus de 1300 victimes. Le destin s'acharne aussi sur ces jeunes filles serbes qui ont fui le Kosovo sous les bombes pour les retrouver ici. Pour Biljana, étudiante à Pristina, les incidents se sont multipliés depuis 2 ans avec certains éléments de la majorité albanaise. On ne pouvait pas vivre dans la sérénité, sortir le soir comme le font tous les jeunes dans le monde. On allait à la fac avec crainte, ils nous faisaient descendre des bus et nous lançaient des injures. Ils nous disaient « Le Kosovo nous appartient, qu'est-ce que vous y cherchez ?» J'ai entendu les bombes et je tremblais de peur. Elles ont rejoint à Aleksinac les Serbes réfugiés des guerres de Croatie et de Bosnie. Ces hommes et ces femmes qui n'ont plus rien que les souvenirs de leur maison perdue il y a des années. Leur voyage s'est terminé dans ce motel régulièrement secoué par les bombardements. Aujourd'hui, le président Clinton est le personnage le plus impopulaire de toute la Serbie. Je suis venu en Serbie. Maintenant, on me chasse d'ici. Il m'a tout pris, sauf ma tête. Est-ce que j'ai le droit de vivre? Non, j'ai pas le droit de vivre. Combien de temps la Serbie, à l'économie ravagée par l'embargo et par les frappes de l'OTAN, pourra-t-elle subvenir aux besoins de ces quelques 600 000 réfugiés? Et ce soir, dans l'émission Mots croisés d'Arlette Chabot et Alain Duhamel, vous pourrez entendre débattre Jacques Lang, Alain Madelin, Daniel Cohn-Bendit, Marie-France Garot, Régis Debray, avec une interview du frère de Slobodan Milosevic, Borislav Milosevic, qui est l'ambassadeur serbe actuellement en poste à Moscou. Mots croisés, c'est à 22h40 et en direct sur France 2. Tout arrive et le progrès fait rage, même au royaume du Koweït, où l'émir vient d'accorder aux femmes le droit de vote et le droit de participer aux élections législatives et municipales à partir de l'an 2003. Au Koweït, la femme devient ainsi un peu plus égale aux hommes. Une centaine de Koweïtiennes sont venues en limousine au palais pour remercier, comme vous l'avez vu, l'émir, tandis que les islamistes, les milieux islamistes grinçaient des dents. Au Timor, en Indonésie, alors que se développe une campagne électorale, les violences et les affrontements sanglants entretiennent sans discontinuer une manière de très triste record, environ 1 millier de morts par mois depuis le début de cette année 99, et les protestations de la mission des Nations Unies sur place n'y font rien. Les polices françaises, allemandes et luxembourgeoises qui ont uni leurs efforts depuis 48 heures pour retrouver le meurtrier de 5 personnes n'ont pas encore réussi leur tâche. L'homme de nationalité allemande sortait de prison. Il est soupçonné d'avoir abattu dimanche matin 4 personnes à Dillingen dans la Sarre en Allemagne et une 5e personne à Sierck-les-Bains en Moselle. Reportage Frédéric Dupuis et Julien Tria. Cette femme, encore traumatisée, est passée tout près de la mort. Elle avait simplement voulu s'arrêter pour aider un homme dont la voiture était accidentée. Elle a en fait croisé le chemin du tueur. Il me dit raus, donc ce qui veut dire sortir. Hein. Et j'ai dit non, laissez-moi, il faut que j'aille travailler, laissez-moi partir. Et c'est là qu'il sort une arme, et il me la pose la braque sur le front, et il appuie sur la détente, et il avait plus de munitions, quoi. Et c'est ce qui m'a sauvé. Le meurtrier la laisse finalement partir, puis disparaît dans la nature au volant de sa voiture. C'était hier matin.
Depuis, les enquêteurs sont sans nouvelles du quintuple meurtrier en fuite. Pourtant, hier, les gendarmes ont bien pensé retrouver sa trace près de la caserne désaffectée où le fugitif a abandonné sa première voiture. Dégagez des véhicules, dégagez! Rapidement, ils encerclent le bâtiment, gilets pare-balles, armes au poing. Ils croient avoir entendu des coups de feu. Finalement, la caserne isolée était vide. Le meurtrier le voici, Günther Even, 36 ans, de nationalité allemande, grand, blond et bien connu des services de police outre-Rhin pour de nombreux crimes. Il sort tout juste de prison. En 2 jours, il a commis 4 meurtres en Allemagne avant d'abattre un père de famille de 2 enfants à Sierck-les-Bains en Moselle. Ce soir, l'individu court encore et les enquêteurs ne savent toujours pas ce qui le pousse à tuer. À Vauvert, dans le département du Gard, pour protester contre l'assassinat d'un jeune de 18 ans, d'autres jeunes issus de la communauté maghrébine de cette commune organisaient cet après-midi une marche silencieuse. Le jeune avait été tué alors qu'il aurait été en train de dégrader un véhicule. Rien ne justifie que l'on se fasse justice soi-même, expliquait ce matin à Nîmes M. Jean-Pierre Chevènement. Une équipe de France 2 avec Léo Lamberton et Denis Pardano a tenté de comprendre les raisons d'un climat de défiance, d'un climat de violence potentielle permanent. Toute la communauté maghrébine du quartier du Bosquet, unie pour rendre un dernier hommage à l'un de leurs jeunes, tué hier matin par un habitant de la cité. Mais lorsque la sœur de la victime prend la parole, derrière la douleur perce la colère. Il sortait d'un mariage et voulait fumer une cigarette dehors par respect de mes parents parce qu'il ne fume pas devant mes parents. Il a été victime de la haine et du racisme. Il avait 19 ans. Pour les animateurs sociaux du quartier, les événements de ce week-end viennent d'anéantir 4 ans d'efforts. C'est un terrible gâchis. Bon, espérons que maintenant on arrive à discuter et puis à faire des choses ensemble. Le quartier du Bosquet à Vauvert, ce sont 2000 habitants, essentiellement d'origine maghrébine, arrivés il y a 30 ans pour travailler dans les vergers alentours. Il y a 4 ans, la cité avait connu une flambée de violence. Le centre de loisirs de la commune entama alors un travail de fond, organisant animations, camps de vacances et même une radio intercommunautaire. La pacification du quartier fut réussie, mais pas l'intégration, les gens de la cité se sentant rejetés par certains habitants du vieux village. Moi j'ai dit la mentalité vieux, c'est les années un petit peu les gens qui réfléchissent pas. Ils croient qu'on est encore en Algérie, qu'on est encore des petits peu... Les gens, il faut l'écraser, c'est ça qu'il fallait pas. Il y a des gens qui refusent que les jeunes rentrent dans le débat. Exactement. Dans le centre du vieux village, la perception des choses est tout autre. Les habitants ne retiennent du Bosquet que la dizaine d'agitateurs qui, à coups de délits et de provocations, ont terrorisé la population. Avant-hier, c'était mon mari, on y a fracassé sa voiture, on y a pris son poste, on y a volé ses baffes. Bon, le lendemain, moi, je téléphone en me disant qu'on me fait tout ça. J'ai peur, oui, on a peur. Enfin, moi, particulièrement, j'ai peur. Oui. À la mairie, on connaissait ces tensions, mais on s'avoue surpris par ce subit accès de violence. Car Vauvert, ce bourg semi-rural aux portes de la Camargue, n'a rien d'une banlieue sensible. Moi j'ai envie de dire que ce qui pose problème peut-être aujourd'hui ce sont les jeunes, mais la réalité c'est le fait qu'avec les adultes, notamment d'origine maghrébine, eh bien, nous avons vécu peut-être pendant trop d'années côte à côte, sans vraiment partager ce que nous avons à partager pour vivre ensemble à Vauvert. Cet après-midi, les gens du Bosquet ont défilé dans les rues de Vauvert. En tête du cortège, on pouvait lire « Nous voulons vivre ensemble », un geste d'apaisement comme une main tendue. Cet après-midi, devant le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie réuni à Paris, le ministre Alain Richard a tenu à rappeler que la confiance envers la gendarmerie n'est pas remise en cause. Allusion officielle aux derniers événements en Corse et au fait que 6 gendarmes sont actuellement mis en examen et écroués pour l'incendie criminel de la fameuse paillote de la plage Caladorsu près d'Ajaccio. S'agissant de l'action de la justice dans ce dossier de la paillote, plusieurs auditions sont prévues cette semaine, avec celle très attendue vendredi du préfet Bernard Bonnet. Mais aujourd'hui, le juge s'intéressait à une autre paillote. Reportage à Ajaccio, Agnès Gardet et Grégoire Ozina. C'était au soir du premier tour des élections territoriales. La paillote Aria Marina, à quelques kilomètres d'Ajaccio, prenait feu. Un incendie dont les auteurs n'étaient autres que le colonel Mazère et Gérard Pardini. Ils voulaient se faire la main. Alors c'était pratique, route des Sanguinaires, pas loin de la ville, on peut y accéder facilement. On est à l'abri, on est en dessous de la route. Sur les lieux ce soir-là, un ami des propriétaires, Jean-Marie Lorenzoni. Il a formellement reconnu l'ancien directeur de cabinet du préfet à proximité de la paillote, peu après l'incendie. Je suis resté sur le bord de la route et j'ai vu arriver M. Pardini en compagnie de 2 personnes que j'ai pris pour des gardes du corps. Et lui, je l'ai reconnu parce que j'étais sur les bancs de la communale avec lui. Et mon épouse aussi d'ailleurs.
Il aura fallu ensuite les aveux du colonel Mazères lors de sa première audition pour confondre les auteurs. Des aveux qui prouveraient l'existence d'un véritable plan anti-paillote visant peut-être à déstabiliser la Corse. Compte tenu de la date des faits, soit le 7 mars, démontre si besoin était qu'il existait apparemment, je préfère rester prudent, qu'il existait apparemment une volonté concertée, une stratégie de mise sous tension de la Corse. Bernard Bonnet a-t-il lui-même reçu des ordres? La question est essentielle. Il y a par conséquent beaucoup à attendre des auditions cette semaine. Le lieutenant-colonel Cavalier demain matin, celle de Gérard Pardini jeudi à Ajaccio et surtout celle de l'ancien préfet vendredi à Paris. Et à propos de la gestion du dossier Corse par le gouvernement, UDF et RPR ont l'intention de déposer une motion de censure dans les jours qui viennent. Ils l'ont rappelé hier soir. Pour la campagne électorale européenne, qui passe parfois inaperçue, 2 listes ont été officiellement présentées. Celle du Front National de Jean-Marie Le Pen, c'était à 7 dans l'Hérault, malgré la pluie et le vent et les éléments contraires. Jean-Marie Le Pen a annoncé les noms de ses candidats en affirmant que les 21 premiers seraient députés. Il se fixe toujours pour l'objectif de passer la barre des 20%. Parmi les bien placés, on aura noté Charles de Gaulle et puis Samuel Maréchal, qui est le gendre de Jean-Marie Le Pen. Et puis la liste des 87 candidats de l'UDF a été présentée. Elle est présidée par François Bayrou. Cette liste a comme slogan « Avec l'Europe, prenons une France d'avance ». Monsieur Bayrou veut mener une campagne en privilégiant les accroches positives, a-t-il dit, et en refusant l'agressivité qui est l'arme des faibles. Fin de citation. En Vendée, un nouveau cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, soit dit autrement maladie de la vache folle, a été décelé. C'est le 10e cas répertorié depuis le début de l'année en France. À Brest, toute cette semaine et à partir d'aujourd'hui, se tiennent les rencontres européennes autour de l'information sur la protection de l'environnement. Les problèmes soulevés par les modifications génétiques feront partie des débats organisés par l'Université européenne de l'environnement. Une technologie dite Terminator, que l'on peut résumer par l'idée de stérilisation végétale, aurait été mise au point dans les laboratoires du ministère de l'Agriculture américain. On chercherait à rendre stériles les semences d'une année sur l'autre. La fonction de reproduction serait bloquée. Ce serait alors une arme terrible contre les agriculteurs des pays les plus pauvres. Sur Terminator et ses conséquences, reportage explicatif de Romuald Bonan et Claude Sicard. En plein Middle West américain, tout au sommet de ces immeubles, des serres et des laboratoires, à l'intérieur des plantes tenues secrètes sur lesquelles des généticiens travaillent. Ici, par exemple, une nouvelle race de coton, génétiquement modifiée pour obtenir un produit plus blanc. Là, un autre végétal, transgénique lui aussi, pour être capable de produire du plastique. Ou encore ce blé, auquel on a ajouté un gène afin de tuer des insectes prédateurs. De nouveaux végétaux qui seront au cœur de l'agriculture de demain. C'est du moins ce qu'espère Monsanto, l'une des principales sociétés de biotechnologie au monde. Et dans quelques semaines, la firme américaine pourrait bien prendre une avancée décisive sur ses concurrents grâce à Terminator. Une nouvelle technique de modification génétique dont voici le brevet. 10 pages qui expliquent comment programmer artificiellement la stérilité des végétaux. Un gène stérilisateur est inséré dans l'ADN de la plante. Cet agent va y rester tapi, comme une bombe à retardement. Dès l'âge adulte du végétal, le gène va s'activer et bloquer la fonction de reproduction. C'est une technologie qui permet en fait de contrôler beaucoup de choses dans les plantes et qui a des applications très pratiques pour les agriculteurs. Un exemple, le colza, quand l'agriculteur cultive du colza, quand ce colza est récolté, souvent il y a des graines qui tombent dans le champ et qui repoussent. Avec cette technologie, il n'y aura pas de repousse. Seulement voilà, ce nouveau procédé censé faciliter le travail au champ sème la panique chez les agriculteurs américains et européens. Yves Manguy, ce paysan des Charentes, a décidé de se battre contre les géants de la biotechnologie. Car pour lui, Terminator n'a qu'un seul but, empêcher les agriculteurs de récupérer des semences sur leur récolte pour les replanter la saison suivante. On nous dit d'ailleurs que ça va nous apporter, que ça va nous rapporter, que ça va être une révolution. En fait de révolution, pour nous, ça va plutôt être une prison, puisque à travers les organismes génétiquement modifiés, nous allons être obligés de racheter notre semence chaque année. Et qui plus est, c'est quand même un patrimoine de l'humanité, cette semence. Or, aujourd'hui, ils en font, eux, une marchandise. Et ça, c'est inacceptable. Car pour les grands de l'agro-industrie, la guerre des semences a commencé. Une lutte pour être les premiers à identifier des gènes et ainsi être capables de fabriquer des végétaux sur mesure. Des végétaux protégés par des brevets. L'enjeu est considérable, 300 milliards de francs. Une course effrénée pour le profit que beaucoup de scientifiques estiment dangereuse. Là, la déontologie, elle est à surveiller de très près.
il n'y a pas clairement des règles de biovigilance, de biosécurité ou de précaution qu'on a prises, comme on a pu prendre et qu'on prend toujours pour des médicaments, à savoir de démontrer qu'il n'y a pas de risque ou des risques mineurs, inoffensifs, voire inexistants vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de la santé publique. Dans cette bataille, qui aura le dernier mot? Les multinationales semencières ou bien les agriculteurs? En tout cas, les consommateurs, eux, devront jouer les arbitres. À l'Assemblée nationale, à partir de demain, débat autour du nouveau projet d'une nouvelle réforme de l'audiovisuel. Il s'agit de renforcer les capacités du service public et de lui donner un meilleur cadre juridique. Il s'agit aussi de réduire le volume global de publicité tout en compensant la perte financière qui en résulterait. Explication avec Caroline Laudrin et Patrick Voix. Voilà ce que l'on vous propose aujourd'hui aux heures de grande écoute. Des tunnels de spots publicitaires pouvant atteindre 8 minutes. Avec la nouvelle loi sur l'audiovisuel, les pages de publicité dans le secteur public ne dépasseront pas, chrono en main, les 4 minutes. Moins de publicité entraîne d'un côté une baisse des recettes d'environ 1 milliard de francs, mais de l'autre, il fidélise les 30% de téléspectateurs tentés de fuir la pub. La diminution des écrans engendre mécaniquement une augmentation de l'audience parce que les téléspectateurs restent plus volontiers sur la chaîne qu'ils regardent lorsqu'il y a la publicité quand ils savent que ça va être court. Évidemment, cette réduction de la publicité n'est pas du goût des annonceurs. Ce qu'ils craignent, c'est un engorgement, donc une augmentation du prix des espaces. Alors, pour se défendre, ils accusent une autre forme de publicité, l'autopromotion. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cet espace qui va être laissé disponible par la publicité soit tout à coup envahi par une recrudescence des bandes annonces et d'autopromotion des chaînes. Pour compenser la baisse des recettes publicitaires, l'État s'engage à dédommager largement les chaînes publiques. Il est donc prévu un budget supplémentaire d'1 milliard de francs dont le but est de soutenir la création de nouvelles productions. Ce que nous pensons, c'est que la réduction de la publicité doit donner, peut donner et doit donner plus de liberté de manœuvre aux chaînes, et ça c'est bien. C'est bien, encore une fois, en termes de créativité, de diversité. Peut-être les publicitaires vont-ils devoir réduire la durée des spots. Il y a 15 ans, une certaine pub ne durait que 3 secondes. Voilà, nous allons maintenant à Cannes, au 52e Festival de Cannes, avec tout d'abord une montée des marches avec une star inattendue mais impressionnante, puisqu'il s'agit du héros de Mad Max, Mel Gibson, avec toute l'équipe du film Le Voyage de Félicia. Outre la présence de Mel Gibson pour cette projection du Voyage de Félicia à laquelle il était tout particulièrement intéressé, il y avait le cinéaste canadien Atom Agoyan, le réalisateur. C'est la 3e fois que ce réalisateur Atom Agoyan est en compétition à Cannes. Il avait obtenu il y a 2 ans le Grand Prix du jury avec le film Les Beaux Lendemains. Aujourd'hui, Le Voyage de Félicia a déjà des couleurs de favoris. Présentation Pascal Deschamps avec Frédéric Delarue. Pour Atom Agoyan, c'est presque un signe du destin. Le ciel cannois s'était ce matin chargé de nuages, comme pour mieux raccorder au gris des cieux irlandais ou de la banlieue industrielle de Birmingham, là où nous mènera le voyage de Félicia. Félicia est une jeune Irlandaise de 17 ans qui traverse la mer pour aller annoncer à son fiancé qu'elle est enceinte. Mais là-bas, elle tombera dans les griffes d'un mystérieux bonhomme auquel on prête d'emblée un passé lourd de secrets, et on a raison. Et Goyan se plaît comme à son habitude à installer un climat pour jouer avec le spectateur. But what I wanted to tell you is, I've got to drive up that way tomorrow morning on account of Ada. And what I'm saying is, you'd be welcome to a seat in our little jalopy. Oh, I don't think I... Un réalisateur, c'est le roi de la manipulation. C'est l'essence de notre métier. On espère que pendant 2 heures, le spectateur sera sous notre influence, sous notre contrôle. Il n'y a rien d'original à le dire. Le problème, c'est de savoir si vous le faites en étant responsable ou si vous le faites n'importe comment. Le mystérieux bonhomme voue un culte étrange à une animatrice d'émissions culinaires disparue. Aux spectateurs de trouver pourquoi, car comme dans tous les films des Goyans, le passé joue un rôle primordial. Oh, Joey! Open your mouth. It's very good for you, Oliver. You know, in some parts of the Middle East, Oliver is a delicacy. La mémoire est à la fois un devoir et une punition. C'est pourquoi j'y attache de l'importance dans mes films. Peut-être parce que je suis d'origine arménienne.
Le passé, c'est un poids. On est écartelé entre le devoir de savoir d'où l'on vient et l'envie de l'oublier. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'information concernant le vote en Israël. Les bureaux de vote en Israël vont fermer dans quelques minutes, à partir de 21h. Il y aura donc les premières estimations sorties des urnes. Il y a une très forte participation, entre 70 et 80%. Le favori des sondages, selon ce que nous disait tout à l'heure Charles Anderlin, en direct de Tel Aviv, est toujours Ehud Barak, et assez largement. Dans quelques instants, vous retrouverez Sophie Davant pour la météo. Puis à 22h40, le magazine d'Arlette Chabot et Alain Duhamel, mots croisés, sera consacré donc au Kosovo, avec un point en direct de Tel Aviv sur les premiers résultats, les premières estimations des élections israéliennes. À 0h25, le journal de la nuit reviendra évidemment sur cette actualité. Il vous sera présenté par Laurence Ostolaza, suivi du cercle de Philippe Lefebvre, avec pour thème Cannes, l'argent de la bobine. Et demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra en duplex de l'hôtel Carlton de Tel Aviv Jean Friedman, qui est le conseiller personnel d'Ehud Barak, nous avons vu dans un de nos reportages. Je voudrais aussi vous faire découvrir, grâce à notre réalisateur, le nouveau décor de ce journal de la rédaction de France 2. Il est dû, et je tiens à le souligner, à Michel Milcan, à Frédéric Dorieux, à Madeleine Mazzoni et à leurs équipes, ainsi qu'à Bernard Coureau. Bravo à eux et merci pour les conditions nouvelles de travail bien agréables. À 13h, vous retrouverez demain Carole Gessler et Rachid Arab ici même. À demain 20h, vous retrouverez ici Benoît Duquesne. Et puis nous serons en direct pour notre part de Tel Aviv. À demain, bonsoir, merci.